Alors, rapidement, Guillaume Catelin a travaillé au Chart Lab, qui est donc dans l'université PSL, et va nous parler de la détection des battements cardiaques. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, j'ai mis tes slides en présentation, et voilà, je vais te laisser ta parole à l'instant. Bonne présentation. C'est parfait, merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Catelin, je suis doctorant en traitement du signal donc à l'École pratique des hautes études et plus précisément au sein du laboratoire Chart, cognition humaine et artificielle. Donc, ma thèse porte sur de la ballistocardiographie, qui est une méthode de surveillance cardiaque que je vais détailler par la suite, ainsi que ses applications cliniques. Et cette présentation, c'est la synthèse de ce que j'ai présenté à la conférence Computing in Cardiology à Singapour en septembre dernier. J'ai coécrit ce travail de recherche avec Bertrand Rivet et Sophie Achard du GIPSA-Lab à Grenoble, le docteur Bergogneau à l'assistance publique des hôpitaux de Paris à l'hôpital Raymond Poincaré précisément, et enfin François Jouan qui est mon directeur de thèse. Suivant. Donc en réanimation pédiatrique et en néonatologie, la surveillance physiologique des enfants est généralement évaluée par l'électrocardiographie avec des électrodes ou par photoplétismographie avec des oxymètres de pouls. En raison de leur grande mobilité, la surveillance des enfants est compliquée. Les électrodes et les oxymètres de pouls ont tendance à se détacher et blessent le bébé à chaque manipulation, et en particulier l'adhésif des électrodes qui décolle en fait l'épiderme. Donc cette douleur de surveillance peut affecter le développement neuromoteur et cognitif, en particulier pour les nouveau-nés prématurés. Donc, des dispositifs de surveillance fiables et sans contact sont nécessaires pour éviter cette douleur. Suivant. Alors, la ballistocardiographie, c'est une méthode de surveillance cardiaque sans contact. Donc, le principe, c'est que chaque fois que le cœur bat, pendant la systole ventriculaire, le sang est éjecté du ventricule gauche à travers la crosse aortique. Et donc, le sang, finalement, cette éjection déforme le matelas sur lequel le patient est couché. Les battements cardiaques peuvent être ainsi surveillés à l'aide d'un accéléromètre sur le côté du matelas ou d'un capteur de pression sous le matelas. Donc, les ballistocardiogrames ont une faible amplitude. On voit ici, par exemple, autour de 1 millig, pic à pic, un peu plus. En particulier, les bébés, donc, qui ont une force d'éjection environ 30 fois plus faible que les adultes. Donc, le signal peut être très bruité, parfois à la limite du seuil de résolution des capteurs. Et puis, on a un phénomène qui est une variabilité inter- et intra-individuelle qui est très grande pour ces battements cardiaques au cours du temps. Donc, sur cette figure, par exemple, ça c'est chez l'adulte, on voit un enregistrement d'un ballistocardiogramme chez l'adulte à différents moments, et on superpose les battements cardiaques, donc voilà à quoi ils ressemblent, et on voit beaucoup de variabilité, et les algorithmes classiques de reconnaissance de forme ne permettent pas de détecter efficacement les battements cardiaques. Suivant. Donc voilà, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est reconnaître les battements cardiaques dans le ballistocardiogramme en les comparant à un modèle de battement cardiaque de référence. Donc plus précisément, on va mesurer la distance entre chaque forme du signal et avec le modèle. Voilà. Donc les algorithmes de reconnaissance de forme de battement cardiaque doivent être non linéaires pour prendre en compte cette variabilité. Et donc, c'est ce qu'on fait en utilisant un algorithme de déformation temporelle dynamique, qu'on va appeler DTW, c'est l'acronyme anglais par la suite, pour mesurer la distance entre la forme du signal, donc par exemple, c'est la forme qu'on voit en bleu à gauche, là, et le modèle qui est en rouge. Donc, le principe, c'est de déformer le signal localement, donc l'accélérer ou le ralentir localement, pour venir chercher des similarités de forme entre donc la forme qui est en bleu et le modèle qui est en rouge. C'est ce qu'on indique donc avec les traits noirs qui donc font le rapprochement entre chaque échantillon de la forme avec le template, donc le modèle. Et à droite, on voit qu'on a réalisé ça avec la matrice des distances qui montre en noir le chemin optimal qui a permis de déformer localement la forme et le template afin afin de trouver des similarités. Et donc, on cherche cette distance optimale. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, on cherche cette distance optimale
voilà, en fait, dans le signal, donc à partir des formes qu'on a suspectées être des battements cardiaques. Donc c'est au niveau des points rouges qu'on voit, donc c'est tous les minima locaux du signal. On suspecte que ce sont des battements cardiaques et on va vérifier en fait leur distance avec le modèle. Et donc on calcule la distance optimale pour chacune de ces formes. C'est ce qu'on voit en vert. Et donc on se rend compte que finalement, il y a certains endroits, à certains moments, eh bien, on a une distance qui est vraiment proche avec celle, donc il y a vraiment une grosse similarité entre le battement et le modèle. Et donc on va conclure, on va détecter ça comme étant un battement cardiaque. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour détecter ces battements cardiaques. Suivant. Et les prochaines étapes pour nous, donc c'est d'évaluer cliniquement notre dispositif. C'est ce qu'on a commencé à faire à l'hôpital Raymond Poincaré, donc en service de réanimation pédiatrique. Jusqu'à présent, les signaux sur lesquels on travaillait, c'était plutôt chez l'adulte. Donc on avait mené des expérimentations au sein du laboratoire, en amenant à l'immédicaliser dans le laboratoire. Et maintenant, donc, on passe vraiment en clinique. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait à un enfant qu'on a étudié là récemment. Donc, vous pouvez trouver le lien de l'article de conférence sur le lien qui est indiqué sur cette slide. Voilà, je vous remercie. Après, c'est des annexes, et donc c'est si jamais il y a des questions pour revenir dessus. Mais... Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Une fois de plus, j'aimerais te demander comment est-ce que ton doctorat se déroule pour le moment en cette période de confinement et comment tu réussis à t'adapter? Alors de mon côté, je fais du traitement de signal, de l'analyse des données. Donc tant que j'ai mes données, c'est ce que j'ai avec moi, j'ai pas de problème pour travailler. Par contre, c'est vrai qu'on a des expérimentations qui sont en cours et qui nécessitent d'être sur place pour évaluer les choses avec les médecins, donc qui sont aussi pas mal occupés en ce moment. Donc on a vraiment le bureau qui est dans l'unité de réanimation pédiatrique. Du coup, bon voilà, il y a certaines choses qui sont en stand-by, mais je suis en rédaction de thèse là, donc j'ai ce qu'il faut en fait pour travailler actuellement, et le reste c'est pour de la recherche à suivre. Parfait. Peut-être aussi tu peux nous dire 2 mots sur comment tu as trouvé ton laboratoire? J'ai trouvé mon laboratoire en cherchant en fait des sujets de thèse. J'avais un projet de recherche, je cherchais un laboratoire pour le réaliser, et j'ai cherché dans des appels d'offres de thèse. Je me rappelle plus précisément où, mais j'ai épluché tous les laboratoires de traitement de signal physiologique en France. J'ai regardé des appels à projets pour des thèses. Et puis j'ai contacté, ensuite j'ai eu la chance, je suis normalien, donc j'avais la chance d'avoir un financement, et j'ai pu commencer en fait un stage de recherche en master 2 directement dans le laboratoire, qui a débouché ensuite sur la thèse. Donc ça s'est fait naturellement ensuite. Très bien. Écoute, bonne chance pour ton projet. Merci beaucoup d'être venu présenter aujourd'hui. Je propose, au revoir, à la prochaine. Je propose que nous passions tout de suite